Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va analyser l'une des défaillances institutionnelles les plus sombres, mais aussi les plus révélatrices de toute l'histoire criminelle française. Ce n'est pas juste un fait divers sordide, non, c'est une véritable leçon sur les angles morts d'une société et la façon dont elle peut fermer les yeux sur ses propres citoyens. Pour vraiment comprendre l'ampleur de ce naufrage, il faut garder un seul chiffre en tête, 7. C'est le nombre de jeunes femmes extrêmement vulnérables qui se sont littéralement volatilisées. Mais c'est aussi le point de départ d'une autre réalité complètement terrifiante. Plus de 20 ans d'un silence institutionnel assourdissant. 20 années où les autorités n'ont absolument rien fait. Partie 1. Les disparus de Lyon. Un mystère très localisé entre 1975 et 1979. Bon, pour bien saisir le contexte, il faut qu'on parle de l'expression « pupille de la Dédace ». C'est un point absolument capital ici. On parle d'enfants ou de jeunes adultes placés sous la tutelle de l'État. Ces jeunes femmes venaient pour la plupart de milieux extrêmement carencés. Elles n'avaient aucun filet de sécurité, aucune protection familiale solide. Et le pire, c'est que cette vulnérabilité, cette invisibilité sociale quasi totale, c'est très exactement ce qui en a fait des cibles de choix pour un prédateur. Alors forcément, face à un tel constat, une question s'impose. Comment est-ce que 7 femmes peuvent s'évanouir dans la nature sans laisser la moindre trace ? C'est la grande question qui fait le pont entre la tragédie de ces disparitions et une réalité de l'époque qui met vraiment très mal à l'aise. Comment la société tout entière a-t-elle pu, purement et simplement, regarder ailleurs ? Ce qui nous amène à la partie 2, un prédateur institutionnel, ou comment utiliser la confiance et l'accès comme de véritables armes. Ce qu'il faut comprendre avec le suspect Émile Louis, c'est qu'il ne chassait pas des inconnus au hasard dans une ruelle sombre, pas du tout. Il opérait depuis une position de confiance absolue. Il était chauffeur de car pour des associations de jeunes handicapés. Prenez l'histoire de Sylviane Lesage en 1977. Elle a 17 ans, elle rate son car. Et là, le chauffeur, une figure familière, super rassurante de l'institution, lui propose de la raccompagner. Tout simplement. Et quand sa disparition est enfin signalée, les autorités la classent sans suite en un rien de temps, prétextant une soi-disant fugue émancipatrice. Ce petit drame illustre à la perfection la méthode du prédateur et comment l'administration, sans même s'en rendre compte, lui a servi de bouclier en balayant les alertes d'un revers de main. Décortiquons un peu cet aveuglement du système. L'inertie institutionnelle reposait sur quelques piliers vraiment catastrophiques. Premièrement, le fait de qualifier presque systématiquement ces disparitions de fugues. Ensuite, cette idée complètement ancrée dans l'administration de l'époque que, ces jeunes femmes devenues majeures avaient tout simplement le droit de refaire leur vie. Ajoutez à ça un manque flagrant d'outils, aucun protocole centralisé pour les personnes disparues. Le résultat, une absence totale, et je dis bien totale, d'investigation criminelle. Ce fameux prétexte de la fugue, c'était l'écran de fumée parfait pour stopper net la moindre enquête policière sérieuse. On passe donc à la partie 3, la mécanique du silence. 2 décennies d'inertie et d'alertes superbement ignorées. Pour bien comprendre l'épaisseur de ce dossier, il faut qu'on fasse un petit tri. D'un côté, on a les faits froids et vérifiés, l'assassinat d'au moins 7 jeunes femmes par Émile Louis et une faillite vertigineuse du système judiciaire qui a enterré l'affaire pendant 20 ans. Et de l'autre, on a des spéculations non prouvées, des rumeurs tenaces sur un prétendu réseau d'ossaires qui impliquerait des notables locaux et des politiciens. Il est crucial, quand on se penche sur les sources de ce dossier, de s'en tenir strictement aux faits matériels. L'horreur absolue des actes d'Émile Louis et les défaillances réelles de la justice se suffisent amplement à elles-mêmes, pas besoin d'en rajouter. Partie 4, le combat pour la vérité. Les lanceurs d'alerte qui ont forcé une véritable prise de conscience. Alors là, regardez un peu cette chronologie, c'est juste hallucinant. Dans les années 70, les disparitions s'enchaînent. En 1984, un gendarme, Christian Jambert, fait un boulot de titan. Il relie les dossiers et pond un rapport complet qui pointe directement vers Émile Louis. Il transmet tout ça, et le rapport est classé sans suite, puis carrément égaré par le tribunal. Bref, oublié. Il faudra attendre l'an 2000, grâce à la pression acharnée de la société civile, pour qu'Émile Louis soit enfin arrêté, avant d'être condamné à perpétuité en 2004. Rendez-vous compte, 16 ans, un gouffre impardonnable de 16 ans entre le rapport du gendarme et l'arrestation. Et au beau milieu de ce délai écrasant, on trouve ce qu'on appelle la controverse Jambert. En 1997, alors que l'affaire est sur le point d'exploser dans les médias, ce gendarme lanceur d'alerte est retrouvé mort chez lui, avec 2 balles de carabine dans la tête. La justice officielle conclut à un suicide, estimant que cette configuration de tir, bien qu'atypique, est possible. Mais comme on peut l'imaginer, cette version est extrêmement contestée par la famille et beaucoup d'observateurs, qui sont persuadés qu'on l'a fait taire pour protéger certaines lenteurs hiérarchiques.
C'est une part d'ombre qui plane encore sur le dossier et qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Du coup, pourquoi est-ce que la France entière a été aussi choquée? Eh bien parce que d'un coup, on a réalisé que c'était bien plus qu'une affaire criminelle. C'était un immense naufrage moral. On s'est rendu compte qu'on avait laissé entendre, collectivement, que la vie de ces victimes oubliées valait un peu moins que celle des autres. Entre ces 20 années perdues, la figure d'autorité du suspect et ses ratés administratifs monumentaux, ça a créé un sentiment d'injustice très profond, face à une vérité qui a éclaté beaucoup, beaucoup trop tard. Partie 5. L'héritage judiciaire. Comment cette tragédie a forcé tout un système à se métamorphoser? Si on compare un peu les époques, le contraste est frappant. Dans les années 80, on classait facilement les disparitions des personnes marginalisées comme des fugues. Les dossiers papier traînaient dans des bureaux locaux sans aucune communication, avec un risque énorme de les perdre. Avance rapide jusqu'aux années 2020. Aujourd'hui, on fait une évaluation rigoureuse de la menace dès le signalement. Les données sont centralisées avec des logiciels ultra puissants comme Anacrim, et on a carrément un pôle national dédié aux affaires non résolues. C'est le jour et la nuit. Et ces évolutions, on les doit directement aux leçons tirées de l'affaire Émile Louis. La création du fameux pôle Cold Case de Nanterre en 2022 en est la preuve vivante. L'objectif, c'est qu'aucun tueur sériel ne puisse plus jamais passer sous les radars juste à cause d'un manque de coordination. On a aussi doublé le délai de prescription pour les crimes graves, qui est passé de 10 à 20 ans. Ça a forcé les enquêteurs à sortir de cette fameuse vision en tunnel où l'on reste bloqué sur son hypothèse de départ. Et surtout, les associations de victimes ont enfin obtenu une vraie place, reconnue dans la procédure. Sans ce drame absolu dans l'Yonne, toutes ces avancées vitales n'auraient probablement jamais vu le jour. Pour clore notre analyse, prenons un instant pour réfléchir à cette phrase tirée du dossier. Lorsqu'on tend à écouter les plus vulnérables, le silence devient lui-même une faute. C'est une pensée extrêmement puissante. La leçon finale de cette histoire, c'est que l'indifférence d'un système et la paresse bureaucratique peuvent être tout aussi meurtrières que le crime lui-même. Quand les institutions décident d'ignorer ceux qui n'ont plus rien, combien d'autres silences sommes-nous peut-être en train d'accepter aujourd'hui? C'est une question qu'il faut absolument garder en tête. Merci de m'avoir suivi pour ce décryptage.